Allez, il est 11h. On commence. Cathy, je te laisse la parole. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire. Moi, je suis Cathy Barbosa, je suis directrice commerciale France au sein de la société RedSpeaker. Et pour ma part, bonjour à tous aussi. Bonjour Cathy, bonjour Hélène. Moi, je suis Benoît Marchais, je suis responsable fonctionnel au sein d'Innovation. Ça me permet d'enchaîner directement sur la première structure qui est à l'origine de ce webinaire, à savoir Innovation. Alors, bon, quelques petites informations justement sur Innovation. Donc, on est partenaire premium de la solution Moodle. Donc, c'est le niveau le plus haut de partenariat qui existe, hein. Quelques petites informations aussi en termes de chiffres sur Innovation. Donc, on est 65 collaborateurs répartis sur trois pays, la France, l'Irlande, la Pologne. Il faut savoir qu'initialement, on était en fait ce qu'on appelle une 2S2I anciennement, donc une SN, une structure en fait qui proposait des logiciels informatiques, qui développait des logiciels informatiques. Donc, on a pas mal de développeurs chez nous. À partir des années 2000, on a commencé à proposer des contenus d'e-learning. On s'est spécialisé dans l'e-learning et aujourd'hui, on ne fait plus que ça. Et on a 300 clients, alors cette fois-ci répartis dans le monde entier, pas uniquement sur les trois pays qu'on couvre, hein, la France, la Pologne et l'Irlande en l'occurrence. Au niveau des certifications, on a la certification ISO 27001, qui est une certification liée à la sécurité informatique et également en fait à la protection des données des usagers. On est certifié UGAP et on est aussi certifié Calliope sur les actions de formation parce qu'au niveau des services qu'on propose, on propose la montée en compétences sur les différents outils et solutions qu'on propose. Dernièrement, c'est un point qu'on souhaitait quand même mettre en avant, on a été nommé partenaire premium de l'année 2025. Il y a en fait chaque année, il y a ce qu'on appelle le Global Moot qui a lieu. Là, c'était en septembre dernier. Et on a été nommé du coup partenaire premium de l'année sur la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Donc je crois que ça représente à peu près 70 partenaires sur cette région-là. Donc quelque chose quand même d'assez intéressant. Alors, le fait d'être partenaire premium nous permet, alors bien évidemment, on a toute l'expertise concernant Moodle, hein, Moodle qui est le LMS open source le plus utilisé dans le monde. Et à côté de ça, le fait justement d'être partenaire premium nous permet de proposer une solution, une alternative en fait, qui est plus orientée entreprise, qui s'appelle Moodle Workplace, qui en fait est basée sur le socle Moodle, donc il y a exactement Moodle que vous connaissez si vous utilisez Moodle avec des fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple la possibilité de créer des entités pour compartimenter les utilisateurs, hiérarchiser les utilisateurs pour que ça reflète exactement la structure hiérarchique de votre entreprise et derrière être en capacité de gérer en fait des managers qui vont gérer des équipes, etc., etc. Voilà, je vais laisser la main maintenant, la parole, je veux dire, pas la main, la parole à Cathy. Alors, moi, je vais vous parler de RedSpeaker, qui est un acteur historique et pionnier de la synthèse vocale. On a plus de 25 ans d'existence et on est implanté en France, mais aussi à l'international avec de nombreuses filiales un peu partout dans le monde. On a transformé la façon dont les gens vont accéder à l'information numérique en permettant de donner une voix à tous les contenus. ReadSpeaker, c'était clairement pas le premier à faire de la synthèse vocale, mais on a été en tout cas le premier à vocaliser un site web. Déjà, il y a plus de 25 ans, on avait pour mission de rendre le contenu numérique accessible à tous. On a une gamme d'outils assez diversifiée qui va de la lecture des sites web à la production audio et de nombreux autres outils. Mais aujourd'hui, on va rester sur l'univers de la plateforme Moodle. On a plus de 250 voix naturelles dans plus de 75 langues, ce qui va permettre à chacun d'écouter le contenu, quel que soit son niveau de langue ou de ses besoins spécifiques. L'intelligence artificielle, c'est pas forcément qu'une question de technologie, ça va être aussi une question d'éthique et de confiance. Chez ReadSpeaker, au-delà de créer des voix, on va créer des voix qui respectent la diversité sans stéréotype et qui vont être utilisées de manière responsable. Donc, aucune donnée utilisateur ne sera jamais revendue ni exploitée à d'autres fins. Elles sont protégées et on respecte l'ensemble des normes européennes comme le RGPD par exemple. Euh, on parle de mise en œuvre flexible et évolutive parce qu'elles vont s'intégrer à tout type de plateforme, que ce soit des sites web, des plateformes d'apprentissage, des applications internes ou encore des systèmes quels qu'ils soient. Et derrière tout ça, il y a une équipe d'experts au service de plus de 12 000 clients répartis dans le monde entier. Alors, concrètement, ce que ça va apporter, la synthèse vocale, elle va permettre d'écouter le contenu, de le rendre plus vivant et accessible à tous.
quel que soit le niveau de lecture de la personne qui va avoir accès au contenu. Ça va être un véritable atout qui va permettre de réduire les barrières linguistiques, par exemple pour les allophones qui vont pouvoir suivre et comprendre les contenus dans leur langue. Ça va être aussi un soutien aux personnes en situation de handicap et aux personnes neurodivergentes, dont on parlera un petit peu plus tard. Et ça va permettre de rendre l'expérience d'apprentissage réellement inclusive. La voix, elle va permettre une évaluation plus équitable parce que chacun va pouvoir accéder au contenu par l'écoute et se concentrer sur ce qu'il doit réellement apprendre sans être freiné par des difficultés de lecture ou de langue. Au final, la synthèse vocale, elle va augmenter l'engagement, la concentration, la compréhension et la rétention. Le but de l'outil, c'est de favoriser l'accès au contenu pour tous, en fait, et ça va améliorer l'expérience d'apprentissage. Ok, alors par rapport au sujet d'aujourd'hui, l'idée c'est de faire quand même un focus sur trois chiffres et une date qui est à retenir. Alors le premier chiffre que je voulais vous donner, c'est 83%. Il faut savoir qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui en tout cas en 2024, 83% des entreprises disposaient d'une plateforme LMS. Donc c'est la plupart en fait, énormément de contenus pédagogiques sont maintenant poussés au niveau du numérique. Donc ça c'est un premier point important. Le deuxième point important et le chiffre également en relation, c'est 23% de la population qui souffre d'une déficience physique, visuelle, auditive, d'un handicap quel qu'il soit. Donc c'est pratiquement plus d'un quart de la population. Donc si on met en fait on juxtapose ces deux chiffres, bah, il y a un quart de la population qui a potentiellement un handicap et potentiellement 83% des contenus pédagogiques qui sont poussés via le numérique. Donc d'où l'intérêt en fait de faire un focus et d'être vigilant sur l'accessibilité numérique. Et enfin, le dernier chiffre que je voulais montrer après vous présenter la date, c'était 85%. Il faut savoir qu'on estime que 85% des handicaps sont invisibles. Ça veut dire que vous pourriez très bien, vous, avoir des collaborateurs ou des collègues ou des amis qui sont en situation de handicap sans forcément que vous le savoir. Donc c'est comme ça quelque chose quand même qui est assez intéressant par rapport à ça, quoi. Enfin, une date, c'est le 28 juin 2025, donc le 28 juin dernier. C'est l'entrée en vigueur de l'acte législatif européen. Donc ça, c'est plutôt sur la partie légale. Donc là, Cathy vous en parlera un peu plus juste après. Alors là, on va rentrer dans le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et pour avoir tous la même clé d'interprétation, on va commencer par définir ce qu'est un talent neurodivergent. Quand on parle de neurodiversité, on va évoquer des personnes qui ont un fonctionnement cognitif différent de la majorité. Ça va être de l'autisme, du TDAH, de la dyslexie ou encore des hauts potentiels intellectuels. Aujourd'hui, l'inclusion de ces talents, c'est pas seulement un enjeu social ou humain, ça va être un levier d'innovation, de performance et de compétitivité pour les organisations. On parle souvent d'accessibilité numérique comme d'un sujet qui concerne uniquement les personnes en situation de handicap visible. En réalité, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus large que ça. Si on regarde ces chiffres, ils sont relativement parlants. Euh, donc, si on met tout ça bout à bout, on parle d'une part très importante de la population qui vont pouvoir rencontrer des difficultés d'accès à l'information numérique. Et en France, il y a environ 5,5 millions d'entreprises privées et seulement 0,35% de ces entreprises sont reconnues comme Disability Confident, c'est-à-dire réellement engagées en faveur de l'inclusion des personnes qui sont en situation de handicap. Ça montre qu'il y a encore un vrai écart entre la réalité des besoins, et les pratiques inclusives. Et là, on prend les forces et les défis que vont rencontrer les personnes neurodivergentes. Les personnes neurodivergentes, elles ont des forces remarquables. Elles peuvent faire preuve d'une grande créativité, d'une analyse poussée et d'un hyperfocus qui va leur permettre d'aller très loin dans un sujet. Elles apportent aussi une façon différente de voir le monde, ce qui va favoriser l'innovation. Mais il va pas falloir nier les défis. Dans des environnements qui sont trop rigides, elles vont pouvoir rencontrer des obstacles, par exemple une surcharge cognitive devant des longs textes, des difficultés de lecture pour des personnes qui sont dyslexiques, ou encore une perte de concentration si la formation est trop linéaire ou peu interactive. D'où l'importance de réfléchir à des environnements d'apprentissage et de travail pour qu'ils soient réellement inclusifs.
Alors, l'accessibilité, la base de l'accessibilité, qu'est-ce que c'est? Alors, le choix de cette image n'est pas anodin, hein. Quand on regarde cette image, on voit en fait toute une série d'objets qui sont tous différents. Des chaussures de marche, une lampe, un carnet, un appareil photo, enfin bref, une gourde. On voit bien que chaque élément a son utilité, son design et surtout une fonction spécifique. Et pris séparément, donc ils répondent à un besoin hein, qui est identifié. Mais quand on met l'ensemble, ça forme en fait un tout qui est cohérent, à savoir un sac qui nous permet d'être prêt pour l'aventure. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, bah, l'accessibilité, c'est justement ça en fait. C'est comprendre que chacun avance avec son propre équipement, ses besoins, ses contraintes et ses forces. Et dans un groupe d'apprenants, c'est exactement la même chose. On part tous du même point, mais on n'a pas tous les mêmes outils pour progresser. Donc, notre rôle, c'est donc de penser la formation comme ce sac-là qu'on vous montre, bien préparé, et prévoir la variété, anticiper les besoins, concevoir dès le départ pour que tout le monde, en fait, puisse avancer ensemble, et ça, quelle que soit sa situation. Alors, de manière générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que rendre un contenu accessible, un contenu numérique accessible, c'est pas juste une idée comme ça, c'est pas même juste une obligation morale, et on va le voir, c'est pas juste une obligation légale, hein, avec ce que va vous présenter après Cathy au niveau de la législation, mais c'est une réalité à laquelle on peut tous être confrontés à un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'on peut tous, à un moment donné, se retrouver en situation de handicap, temporaire ou non. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est ce qu'on fait en fait pour plus de 23% de la population. Ça peut être aussi, on peut être inclus à un moment donné dedans. Donc c'est quand même quelque chose qui est important de garder en tête. Et de manière aussi globale, ça rejoint un peu le cœur de notre métier qui est la transmission du savoir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la tendance actuelle dans l'e-learning, c'est de centraliser, enfin de mettre l'apprenant au centre en fait de tout l'écosystème. Donc forcément, on doit penser l'accessibilité par le design et ça rejoint en fait encore une fois une notion qu'on va voir qui est la conception universelle de l'apprentissage, qui a pour objectif de créer un contenu qui s'adapte en fait à la diversité des profils, des situations, des besoins. Parce que la variété des handicaps, en fait, elle est aussi riche que la vie elle-même. Donc, en face de ça, la vraie question, c'est bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'adapter justement à ces problématiques-là. Alors, il y a évidemment un cadre légal, on va le voir, et il y a aussi en fait des réglementations qui nous permettent en fait de nous appuyer sur une structuration claire et précise. Je parle notamment, enfin, je pense notamment au RGAA et au WCAG qui permettent en fait de borner un peu les actions qu'on doit mener justement pour rendre le numérique accessible. Alors, ça repose sur quatre grands principes. Euh, L'information doit être vue et entendue, donc perceptible. Ça doit être utilisable, c'est-à-dire que quelle que soit la modalité qui est utilisée, ce soit l'ordinateur, le smartphone, avec une souris, sans souris, avec le clavier ou avec des gestes, il faut que le contenu soit utilisable. Il faut également qu'il soit compréhensible, et ça rejoint en fait des choses que je vais vous montrer sur la démo. C'est il faut que l'outil en fait qui est utilisé propose une interface qui permette de donner des repères pour que l'utilisateur puisse bah, justement participer au contenu et anticiper le comportement de ce contenu, justement. D'ailleurs, pour être en capacité, justement, de savoir ce qu'il doit faire pour agir et progresser. Et enfin, le dernier point, c'est ce contenu, enfin, l'outil derrière doit être robuste dans la mesure où il doit être compatible avec des technologies d'assistance alors qui existantes aujourd'hui, mais qui évoluent énormément et donc doit être robuste dans le sens où répondre à des technologies d'assistance d'aujourd'hui, mais également de demain. Donc en fait, s'il fallait, alors le dernier point en fait que je voulais vous montrer par rapport à cette image, c'est que vous voyez plein d'éléments, mais en fait là on a déterminé en fait un sac pour une aventure qui est définie, mais on pourrait très bien en fait faire évoluer cette aventure et rajouter des éléments supplémentaires pour une autre aventure. Et c'est ça qu'il faut également comprendre, c'est qu'en fait la, la- les actions qu'on doit mener pour rendre quelque chose, pour rendre en fait le numérique accessible, c'est une démarche qui est vivante dans la mesure où en fait elle évolue régulièrement en fonction de ce qu'on a besoin de pousser. Donc c'est pas juste en fait du one shot qui répond à un besoin donné ponctuel, mais c'est une affaire en fait de tous les jours avec encore une fois un cadre légal et des bonnes pratiques liées en fait à des notions qui sont bah, le RGA et le WCAG.
Donc, s'il fallait résumer en fait ce que je viens de vous dire par rapport aux métriques, aux chiffres que je vais montrer et à ce que je viens de vous montrer par rapport à cette image, c'est que bien évidemment, la formation continue est indispensable. On a tous besoin de se former. Ce qu'on voit, c'est que l'e-learning, elle est maintenant au cœur du monde professionnel. 83%, encore une fois, hein, des entreprises qui utilisent un LMS, donc potentiellement énormément de contenu qui est poussé par le biais du numérique. Il ne faut pas oublier justement le risque d'exclusion que ça peut faire de laisser de côté plus de 23%, donc plus d'un quart de la population par rapport à ça. Alors, on va parler de l'acte européen d'accessibilité. Déjà, pour rappeler son objectif, c'est de faire en sorte que tous les produits et services essentiels soient accessibles aux personnes en situation de handicap. Ça concerne tous les points de contact du quotidien. C'est des sites web, des applications, des sites e-commerce, livres numériques, services bancaires, transports, par exemple, et bien d'autres. Concrètement, ça signifie des règles claires que Benoît a évoquées un petit peu en amont et communes à toute l'Europe. C'est une étape majeure pour que le numérique et les services soient utilisables par tous et ce sans discrimination. Sur des plateformes web, l'acte européen d'accessibilité va se traduire par des contenus accessibles. Plusieurs critères qu'on verra un petit peu plus tard ont été définis et ça va permettre, par exemple, à une personne malvoyante de parcourir des produits, de lire des descriptions et de passer des commandes uniquement avec son lecteur d'écran, pardon, et son clavier sans rencontrer aucun obstacle. Euh, il y a deux dates importantes à connaître. La première, c'est celle du 28 juin 2025. À partir de là, tous les nouveaux produits et services numériques vont devoir respecter les exigences d'accessibilité qui seront fixées. Et la deuxième date, qui, elle, vraiment est encore plus importante, c'est le 28 juin 2030, qui est la date limite pour mettre en conformité l'existant. Donc, ça veut dire qu'en 2030, tous les produits et services proposés devront être en conformité. Alors, c'est pas un sprint, c'est plutôt une course d'endurance. Plus tôt on va s'y mettre, plus la transition, elle va être facile. Et surtout, chaque pas vers l'accessibilité, ça va être une meilleure expérience pour l'ensemble de vos utilisateurs. Et pas forcément que pour des personnes en situation de handicap. Alors concrètement, comment on va faire? On va commencer par soigner les contrastes de couleurs pour que tout soit lisible, même au soleil, même avec des personnes malvoyantes, par exemple, parce qu'elles ne sont pas forcément équipées de lecteurs d'écran, mais elles ont quand même des difficultés d'accès au contenu. Ensuite, on va s'assurer que tout est navigable au clavier. Donc, sans avoir besoin de souris, on va devoir pouvoir contrôler l'ensemble des informations depuis son clavier. On va ajouter des descriptions aux images, des sous-titres et des transcriptions aux vidéos. euh, pour faire en sorte que tout le monde ait la même information. Et surtout, on va vérifier la compatibilité avec les technologies d'assistance, les lecteurs d'écran, les commandes vocales. Depuis quelques années, on constate que euh, certaines fonctionnalités peuvent être des freins au lecteur d'écran. Et ce type de conformité de l'acte européen, en fait, il vise à faire en sorte qu'il n'y ait plus tous ces perturbateurs pour les personnes qui sont vraiment en difficulté avec le net. L'objectif, il est clair, c'est que chacun puisse accéder au contenu, interagir et comprendre l'information, quelles que soient ses capacités. Euh, c'est la base d'un numérique plus juste, plus fluide et plus inclusif. C'est ce qui va m'amener à vous parler maintenant de la conception universelle d'apprentissage. Donc, pour faire simple, je l'appellerai QA. Euh, finalement, L'accessibilité, on le voit, elle ne se limite pas à une conformité ou à des normes techniques. C'est avant tout une philosophie de conception, une manière de penser le numérique pour qu'il s'adapte à chacun. Cette approche, elle va prendre de plus en plus d'importance dans un monde où la formation, euh, dans le monde de la formation, pardon, et c'est ce qu'on appelle la QA. C'est justement ce qu'on va voir, hein, ce que c'est vraiment la QA. Benoît le disait, la formation continue, elle est indispensable dans le monde professionnel, hein, et, et les outils du numérique et les plateformes e-learning, elles ont une place centrale.
Mais si les contenus ils ne tiennent pas compte de la diversité cognitive, on va forcément créer de l'exclusion. La QA, elle va proposer une approche qui rend l'apprentissage accessible et efficace pour tous dès le départ. Concrètement, ça va passer par trois axes. Offrir plus de moyens d'accès, d'action et d'engagement pour que chacun puisse entrer dans le contenu par la voie qui va lui correspondre le mieux. Ensuite, on va concevoir des objectifs et des méthodes, des supports des évaluations inclusifs, pas seulement pensés pour un profil type. On va prendre en compte justement toute cette diversité et cette richesse qu'on a dans nos entreprises. Ensuite, on va adopter des approches qui sont plus flexibles et personnalisables parce que chacun a une façon d'apprendre différemment et il doit pouvoir avancer à son rythme. En résumé, pour faire simple, la QA, c'est créer des environnements d'apprentissage qui vont s'ajuster aux besoins des individus plutôt que de demander aux individus de s'ajuster au système. Alors, ce que ça change concrètement, d'abord, elle va permettre à chacun d'exprimer pleinement son potentiel, parce qu'on ne laisse pas des difficultés d'accès freiner l'apprentissage. Ensuite, on va réduire les obstacles, on va favoriser l'autonomie, l'engagement et la motivation chez les apprenants. Quand on se sent capable et qu'on a le choix des méthodes qui sont proposées, euh, on est naturellement plus impliqué. En fait, on va ouvrir plusieurs portes d'accès au savoir et on va optimiser l'apprentissage. Chacun va trouver la voie qui lui correspond le mieux et au final, ça va bénéficier à tout le groupe. Euh, la QA va permettre, comme je le disais, de transformer cette expérience d'apprentissage. Le résultat, avec une approche plus inclusive comme la QA, eh bien, d'abord, ça va être la rétention qui va s'améliorer. Les contenus ils vont être mieux compris et surtout retenus plus longtemps. Ensuite, il y a un bénéfice direct pour l'organisation, des équipes plus compétentes, plus motivées, une formation qui va produire des réels résultats parce que le message qui aura été délivré dès la base aura été perçu tel qu'on voulait qu'il le soit. Ensuite, la montée en compétence, elle va être plus rapide. Chacun va progresser à son rythme et selon ses réels besoins pour atteindre l'objectif hein, beaucoup plus efficacement. On va maximiser l'efficacité de la formation et on va réduire le temps nécessaire pour atteindre les objectifs. Donc concrètement, quand on investit dans l'inclusion, c'est pas seulement un choix éthique, c'est un véritable levier de performance pour les organisations. Tous ces résultats, ils vont nous montrer une chose très claire, hein, pour que l'apprentissage et le travail soient efficaces et équitables, il ne va pas suffire d'avoir de bonnes intentions, il va vraiment falloir créer des environnements qui sont plus inclusifs, où chaque personne, quels que soient ses besoins, ses capacités ou son profil, va pouvoir accéder, interagir et progresser pleinement. Euh, et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir comment un outil très simple peut devenir un levier puissant. C'est la voix via la synthèse vocale. Euh, la synthèse vocale, elle va apporter une solution concrète et immédiate pour rendre le contenu plus inclusif. Grâce à la synthèse vocale, il va être possible de transformer n'importe quel contenu écrit en audio. Ça va être accessible à tous en quelques clics. En un mot, la synthèse vocale, elle va transformer le contenu statique en une expérience plus dynamique. Chacun pourra écouter, comprendre et progresser à son rythme, tout en boostant l'efficacité de l'organisation. Euh, Clairement, voici le lecteur tel qu'il est composé, avec ses nombreuses fonctionnalités. Alors, au-delà du confort de lecture, il y a de nombreux paramètres d'accessibilité avec la possibilité, par exemple, de changer la police de caractère. Pour une personne dyslexique, elle pourra utiliser une police OpenDis, par exemple. Mais je ne vais pas tout détailler parce que Benoît, dans sa démonstration qui va suivre, vous en parlera plus. Ce qui est important à dire, c'est que le lecteur peut se positionner sur toutes les plateformes numériques, que ce soit web ou plateforme e-learning. Et tout à l'heure, je n'ai pas précisé, ReadSpeaker est aussi Moodle Partner. Alors, même si on a des plugins préexistants pour les différentes plateformes de formation ou sites web, on peut s'interfacer à n'importe quelle plateforme. Oui.
Ok, donc ce que doit vous apporter votre LMS. Donc là, moi, je vais enchaîner directement sur un slide et après, on va rentrer sur la démo. Alors l'idée, c'est pas de vous montrer en fait ce qu'est en capacité de faire le Moodle, parce que enfin, en tout cas des personnes qui se sont connectées, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui utilisaient déjà Moodle. Donc toute la partie en fait conception pédagogique, vous la connaissez déjà. Donc l'objectif de la démo, ça va pas être de vous montrer ça, mais gardez en tête que quel que soit le LMS que vous utilisez, ce qui est important d'avoir, c'est bien évidemment, encore une fois par rapport au QA, la nécessité d'avoir une interface customisable, pouvoir être navigué au clavier, bien évidemment répondre à la problématique de la QA et scénariser un contenu pédagogique optimisé en utilisant des technologies telles qu'H5P. Alors pour information, H5P, ça veut dire HTML5 package, hein, donc c'est en fait un contenu qui est dynamique mais qui reste complètement accessible parce que ça reste de l'HTML derrière, mais qui est HTML dynamique et donc animé. Ça doit être multimodal, et ça nativement, c'est-à-dire que l'outil doit de base être en capacité, de par sa conception même initiale, de pouvoir s'afficher sur différents devices, donc différents supports, hein. Encore une fois, que ce soit un smartphone, que ce soit une tablette ou un écran. Il doit y avoir en fait la possibilité d'avoir une navigation conditionnelle. Alors, la navigation conditionnelle, ça va être en fonction, encore une fois, de ce qu'on connaît de l'utilisateur, de ses actions, de sa progression, pouvoir restreindre, ouvrir, afficher des éléments en fonction, encore une fois, qu'on connaît de lui. Et ensuite, ça va être proposer, bien évidemment, des activités interactives et être en capacité de faire un feedback sur un certain nombre de leviers pédagogiques, et ça, encore une fois, nativement. Et ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que Moodle y répond parfaitement. C'est-à-dire que vous avez, en fait, d'ailleurs, Moodle est reconnu par rapport à ça, hein, pour sa flexibilité et surtout sa richesse au niveau des contenus pédagogiques qu'il peut proposer. Et donc, c'est dans ce sens-là où, en fait, on voulait vous faire directement une démo sur un Moodle. Alors, je vais basculer normalement. Je crois que de temps en temps, ça coupe. Donc, si ça coupe, n'hésitez pas à me le dire. Je quitterai, en fait, l'affichage et je me remettrai. Là, la solution que je vais vous montrer, c'est Moodle Workplace. Donc, encore une fois, Moodle Workplace, c'est la même chose. Alors, si hop, je retire et je vais sur l'accueil. Donc là, normalement, vous devez voir mon écran toujours, j'espère. OK, super. Donc là, je me suis connecté en fait en tant qu'administrateur, mais enfin, ça n'a pas forcément trop d'importance, sur une plateforme qui est l'Académie, notre Académie. C'est ce qui nous permet en fait de diffuser le contenu pédagogique et former les différents clients qui utilisent nos solutions. Donc vous voyez en fait, alors, l'objectif de la démo, ça va être de vous montrer bien évidemment l'utilisation de RedSpeaker. Et puis après, ça va être de rentrer aussi sur un contenu de formation qui existe et vous montrer les différents leviers que vous pouvez actionner pour justement vérifier que votre contenu, le contenu qui a été déployé, est bien accessible. Avant ça, il faut comprendre une chose, c'est que peu importe les éléments que vous mettez en place, là, les add-ons, donc RedSpeaker est un plugin additionnel, hein, qui a été rajouté. On peut rajouter dans Moodle plein de plugins. Peu importe les éléments que vous allez avoir rajoutés, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a quand même le socle de base qui est Moodle, qui doit lui-même en fait être accessible. Donc il y a des choses sur lesquelles vous pourrez avoir un impact. Quand vous créez du contenu pédagogique, par exemple, vous pourrez voir, vous allez pouvoir jouer, analyser les éléments qui ont été poussés pour voir leur accessibilité. Il y a des choses que vous ne pourrez pas faire, notamment tout ce qui concerne la plateforme elle-même et le socle technique qui a été déployé par rapport à l'éditeur, hein, Moodle HQ. Alors, sachez que par rapport à ça, il y a une volonté forte de Moodle, en fait, sur la roadmap qui a été justement diffusée en septembre dernier, de mettre l'accent de manière assez poussée sur justement l'accessibilité de ces plateformes. Je vais vous montrer en fait certaines métriques, je vais rentrer dans enfin, vous montrer certains outils. Et vous allez voir en fait que la plateforme répond bien en fait en termes d'accessibilité. Mais et comme je vous le disais tout à l'heure, enfin précédemment, c'est que quoi qu'il arrive, ça évolue énormément. Donc il faut encore une fois que l'éditeur derrière le contenu, enfin, derrière la solution qui est utilisée, ait conscience en fait que à chaque montée de version, il y a des actions à effectuer pour justement permettre que le contenu qui va être poussé soit accessible. Alors, si je fais un focus maintenant sur l'outil RedSpeaker, Cathy, si je fais des fautes, tu me. D'accord, parce que je ne suis pas non plus l'expert. Mais donc, alors, comme le disait Cathy, en fait, on peut très bien à tout moment la voir et le déplacer comme on le souhaite. Déjà, c'est la première chose. Et il se remet en fait à sa position initiale dès qu'on bouge la page. C'est le premier point. Derrière, on va pouvoir en fait, bien évidemment, déclencher une lecture. Alors, je vais retirer mon micro pour que vous puissiez entendre.
Et dites-moi si vous m'entendez toujours. C'est les joies du direct, oui. Alors, je vais cliquer sur lecture et normalement, vous allez entendre. Alors, je vais mettre, augmenter le son. Hop. Alors, c'est le bouton. Voilà. Alors, Bloc. Les étapes de votre formation. 1. Avant la formation. Une fois la convocation à la formation reçue, je m'informe et je complète le test de positionnement. Cliquez pour entrer. ok, donc vous 2. voyez, il y Je a participe à une la surveillance. formation. Tout au long de la formation, je... Alors, il y a une surveillance à chaque fois hein, des éléments qui sont lus. Alors, l'outil ne permet pas que ça, hein. Vous avez la possibilité de jouer sur la vitesse de lecture hein, pour des personnes qui sont en situation en fait euh, de handicap au niveau de l'écoute. Vous avez derrière, bon, bien évidemment, le volume et la possibilité de bypasser des éléments si on le souhaite. Et si j'ouvre en fait le panel des outils, alors tout le système est paramétrable dans la mesure où on peut en fait changer la surbrillance des textes, changer la couleur, changer la police pour avoir des polices qui vont être plus à destination des personnes en situation de dyslexie. On a la possibilité de jouer sur toute la partie de l'accessibilité clavier avec les différents raccourcis potentiels. On a la possibilité bien évidemment de se mettre en plein écran. Donc tout le paramétrage peut être fait de cette manière-là. Derrière, on a aussi le choix de la voix du lecteur avec sur différentes langues. Donc là, en fait, nous, comme on est encore une fois, on rayonne sur trois pays, on a trois langues disponibles, mais il y en a beaucoup plus. Donc l'anglais, là, le français, le polonais. Je peux choisir en fait des voix différentes en fonction de ce que de mon affinité pour une voix féminine ou une voix masculine. J'ai le mode clavier que je peux exécuter si je le souhaite. Je peux en fait déclencher la possibilité de cliquer sur un texte directement pour le lire, sans Une fois la forcément avoir convocation besoin à la formation reçue, de suivre l'ensemble en fait de la page, hein. J'ai aussi la possibilité d'avoir une visibilité renforcée, c'est-à-dire que typiquement si là vous voyez qu'à chaque fois je suis la lecture en fonction de la page qui est affichée, si je voulais en fait avoir une sorte de sous-titre en fait de la lecture, je pourrais très bien en fait en cochant cet élément-là avoir les lectures qui se passeraient en fait derrière en dessous bloc. avec Les la étapes de totalité votre des éléments qui formation. s'affichent. 1. Avant la... Et toujours la possibilité, bien évidemment, d'augmenter la police si besoin. D'accord? On a aussi cette possibilité de se mettre en mode texte. Donc là, directement, il va récupérer, et c'est ce que je vais vous montrer après, sur un outil qui est disponible sur le navigateur que j'utilise, en l'occurrence Chrome, qui peut être aussi d'ailleurs, parce que c'est Chromium, donc ça peut être sur Chrome et sur, alors j'allais dire Internet Explorer, mais Edge. Donc en fait, en tout cas, ces deux navigateurs vous permettent d'analyser en fait ce qui se passe derrière, on le verra en suivant. Et là, vous avez exactement en fait le texte qui va pouvoir être disponible de cette manière-là, avec aussi la possibilité, encore une fois, de changer la police, la taille de la police, comme le type de police utilisé. Euh, on a aussi derrière des éléments qui vont nous permettre de faire, de créer un masque de page qu'on va pouvoir agrandir si on le souhaite pour permettre une visibilité plus importante de la zone de lecture au niveau de la souris. Et derrière, on a également, alors c'est ça, c'est un point qui est hyper intéressant, c'est la possibilité de télécharger en MP3 en fait tout le contexte de la page sur lequel on est pour potentiellement le rediffuser sous forme d'audio dans le train ou autre, donc a posteriori de la formation qu'on suit en direct, de le conserver sur son ordinateur ou sur son téléphone pour lire dans un second temps. Donc voilà, alors je ne sais pas si j'ai oublié des choses, Cathy, j'espère que non. Tu, tu Non, peux... c'est parfait. Merci Benoît. Effectivement, donc comme je le disais, il va y avoir des paramètres de confort, mais aussi beaucoup de paramètres d'accessibilité. Et Benoît les a tous développés. Merci Ok, Benoît. super. Ok, alors pour aller plus dans le détail des outils que vous pouvez utiliser, encore une fois, gardez à l'esprit, parce que quand je vais déclencher des opérations, vous avez un pourcentage en fait qui va s'afficher. Et on va voir qu'il y a des choses qui ne dépendent pas forcément de ce que vous êtes en capacité de faire, mais de l'outil lui-même. Alors ils sont très limités, et encore une fois, il y a la volonté de Moodle de corriger certains éléments au fur et à mesure. Alors, j'ai préparé un cours qui s'appelle Construire un cours respectant l'accessibilité, tout simplement. Alors, hop, je rentre dedans. Alors, vous voyez différents éléments qui vont pouvoir être mis à disposition. Donc, du texte avec une image, un exemple de tableau, du texte avec des liens, un contrat, etc. Tout ça, ça reprend en fait des éléments de base qu'on a cités par rapport justement aux problématiques d'accessibilité et la structuration qu'on doit avoir. Alors, j'ai fait exprès de mettre des choses qui ne sont pas forcément bien faites. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un texte qu'on ne voit pas du tout.
Et c'était pour vous montrer en fait que bah, l'analyse que je vais lancer va détecter en fait ces différents éléments. Alors moi, j'utilise en fait pour analyser une page, alors c'est méconnu et pourtant c'est très intéressant pour différentes raisons. J'utilise en fait sur Chrome, vous avez en fait l'inspecteur d'éléments, je ne sais pas si vous le connaissez, on fait un clic droit dessus, un clic droit sur la page et on va cliquer sur Inspecter. Ça va ouvrir une fenêtre là, qui s'est ouverte sur un autre écran chez moi qui ressemble à ça. Alors n'ayez pas peur, il y a plein de codes, on se dit tiens mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? C'est pas très grave, il y a différents éléments qui sont intéressants de voir. Le premier, ça va être ce petit onglet là, ici, là, qui permet en fait de faire une sélection sur la page elle-même. Vous voyez, j'ai comme ça des choses qui vont s'afficher directement. Je vais pouvoir faire un focus sur des éléments en particulier. Et je ne sais pas si vous voyez la partie accessibilité. Vous avez notamment cet élément qui permet de dire en fait le contraste qu'on a par rapport à ça. D'accord? Donc là, bah, je vais avoir quelque chose qui va me dire, OK, là, attention, sur l'élément que j'ai poussé, il y a un contraste qui n'est pas assez élevé. Et donc, je vois typiquement que bah, potentiellement, il y a une amélioration importante à faire par rapport à ça. On va le voir aussi par rapport à des choses que je vais déclencher, qu'on on le détecte automatiquement. Après, il y a des fois une analyse qui nécessite quand même un peu de réflexion derrière, et on va le voir là, bah, typiquement quand j'analyserai le contenu, et notamment l'éditeur que j'utilise, en fait, l'éditeur qui est utilisé sur Moodle qui s'appelle TinyMCE, il y a aussi un élément qui permet d'analyser. Vous voyez que là, celui-ci, là, le contraste, a priori, il est bon, je suis à 4,75, la petite coche verte, tout va bien. Mais on va voir que sur l'analyse, quand je vais la lancer, bah, il détecte des choses qui ne sont pas forcément justes. Donc, toujours avoir cette analyse euh, par rapport à ce que vous fait certains outils, d'aller quand même voir en fait si réellement l'analyse est juste. Alors ça, c'est le premier point, cet élément-là. Deuxième chose, c'est ce petit bouton-là qui vous permet de vous rendre compte du rendu d'un contenu de formation au niveau du responsive. Donc là, comment s'affiche en fait un contenu de formation, parce que c'est comme c'est là, au niveau de la modalité, encore une fois, un contenu doit être s'afficher quel que soit l'outil utilisé, smartphone, tablette, etc. Donc de se rendre compte en fait de l'affichage qu'on peut avoir quand on passe d'une modalité d'affichage à une autre. Voilà, donc là vous avez en fait différents types d'affichage et vous pouvez en fait basculer sur différents devices pour voir en fait bah, l'affichage que ça peut avoir par rapport à ça. Alors, hop, je vais revenir, inspecter. Je vais quitter cet élément-là, je vais revenir là. Alors, il y a aussi un autre élément qui est important, quand je clique sur ce bouton, je vais passer sur en fait l'analyse de l'arborescence complète de ma page. Euh, il y a un élément qui est primordial en fait quand on conçoit du contenu pédagogique en utilisant en fait Moodle, c'est de hiérarchiser l'information. Il faut comprendre que la place en fait des balises de titres et des textes a une importance primordiale justement pour la lecture en fait derrière des navigateurs spécialisés dans l'accessibilité. Donc ce que vous voyez ici en fait c'est l'arborescence complète avec à un moment donné le contenu principal qui est l'élément main en fait avec derrière les différents éléments que je vais retrouver et je vais retrouver ma hiérarchie donc avec là, j'ai le premier bloc avec un texte et une image, ma première balise de titre. Et si je redescends encore une fois, on voit bien que j'ai une hiérarchie avec une autre balise titre, un titre respectant l'ordre logique et séquentiel. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, derrière, vous voyez, je passe un moment, je suis sur du H3. C'est le titre de niveau 3, et je passe sur le H4 après. Donc toute cette hiérarchie est quelque chose qui est important et structurant après pour les lecteurs et les navigateurs, encore une fois, spécialisés sur la partie accessibilité. Donc c'est le premier point que je voulais vous montrer. Le deuxième point, c'est que vous avez un autre outil qui existe sur ce navigateur, hein, encore une fois, qui est disponible sur Edge, hein, c'est Lighthouse. Lighthouse, ça vous permet en fait de démarrer une analyse alors, sur du SEO, etc. Donc tout ce qui est un peu référencement, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur la performance, le temps d'affichage de certains éléments. Il y a une catégorie qui correspond à l'accessibilité. C'est-à-dire que je peux déclencher une analyse qui va en fait aller auditer. Alors la page normalement va se fermer, se recharger, etc. Il va analyser différents éléments. Justement, il va aller voir tous ces systèmes de contraste, la hiérarchie des éléments qui s'affichent, l'affichage sur différents devices, et il va me permettre en fait derrière d'avoir un niveau d'accessibilité avec un pourcentage d'accessibilité qui est proposé et surtout des éléments directement disponibles en termes d'amélioration potentielle par rapport à ce qu'on a analysé. Donc là, on voit qu'on a bah, typiquement le focus sur l'élément que je vous avais montré, là, qui est ce texte en fait, qui est mal mis là, ici. Là.
Et puis on a également en fait un focus alors sur la région Maine qui est un problème. Et puis j'ai aussi, et c'est là-dessus que je voulais vous montrer, c'est qu'on a quelque chose en fait qui dépend pas forcément de nous, qui est le petit onglet qui se trouve ici, mais qui est propre en fait à la plateforme elle-même. C'est-à-dire que là, actuellement, la plateforme, bah, sur cet aspect-là uniquement, on n'a pas d'action nous potentielle, on n'a pas d'action possible parce que c'est l'outil lui-même sur lequel il manque une chose. Mais c'est ces éléments-là en fait qui vont pouvoir être corrigés régulièrement par Moodle pour éviter que bah, cette analyse vous pousse cette information. Là, si je corrige en fait cet élément-là, je vais passer à 96%. Et puis, bah, si cet élément-là était corrigé, on serait pratiquement à 100%, quoi, 99%, parce qu'il y a des éléments aussi supplémentaires qu'on ne voit pas forcément qui seraient corrigés. Donc ça, c'est un bon outil déjà global quand on est sur une page pour analyser bah, ce qui se passe et avoir un espèce de rendu d'un pourcentage d'accessibilité. Et ça peut vous servir aussi à déclarer, hein. Vous savez, la législation vous impose en fait de déclarer la conformité de votre plateforme. Donc ça peut être un élément qui peut bah, vous dire, OK, ce truc-là est une conformité partielle à 96% en fonction des différentes pages. Bien évidemment, il ne faudrait pas toutes les analyser. Enfin, il faudrait toutes les analyser pour avoir une moyenne qui serait juste. Donc on a ça qui existe et qui vous permet en fait d'effectuer déjà un certain nombre d'actions. Et Moodle est bien fait dans la mesure où si j'active le mode édition et que je rentre dans l'éditeur du contenu que j'ai mis en place, dans les paramètres, alors, en fonction de la version de Moodle que vous avez, là, la version que je vous montre, c'est une version 4.5, donc c'est la dernière version LTS disponible. Vous avez un éditeur qui maintenant est utilisé de base, qui s'appelle TinyMCE. Alors, je le prononce à la française, hein, mais c'est un outil en fait qui est l'éditeur en fait de texte. Avant, initialement, c'était Atto. Il a complètement été transformé pour être maintenant utilisé par le biais. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas chargé. Voilà. Donc, vous le voyez ici. Et alors l'avantage de cet éditeur, c'est qu'il embarque déjà un outil qui permet d'analyser l'accessibilité alors, propre au contenu que j'ai créé, hein, vous l'avez ici, la contrôle d'accessibilité, et je vais avoir directement, sensiblement, les mêmes retours que ce que j'ai eu de manière globale sur la page, mais spécifiquement à l'endroit où j'ai mon problème de couleur et de contraste, avec notamment le focus sur, attention, là vous avez quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc là, ça vous permet quoi? Bah, ça permet directement de corriger. Alors moi, je l'ai à aucun moment on arrive à ça hein, parce que j'ai pas de choix de couleur. Je suis rentré dans le code pour le changer, hein. C'est ça qui est bien aussi avec TinyMCE, c'est qu'il impose déjà des couleurs pour éviter justement d'être confronté à cette problématique-là. Bon, on pourrait l'avoir si on fait un copier-coller avec des contrastes qui sont différents sur un contenu sur lequel on avait un contraste différent et je fais mon copier-coller et je vais avoir le contraste qui va être répercuté. Donc je pourrais corriger ça directement en rentrant dans le code et le modifier et j'aurais directement bah, j'aurais plus cette erreur-là. Donc là, vous avez cet outil-là qui vous permet d'analyser bah, ce qui se passe dans le contenu que vous souhaitez intégrer. Il y a un dernier point que je voulais vous montrer, et c'est pour ça qu'il faut quand même garder en tête que même si vous avez des outils qui existent, il faut bah, juste vérifier certains points de temps en temps. Là, si je refais la même opération avec cet outil-là, je vais avoir en fait une erreur sur le contraste par rapport à... alors, pas ça du tout, hein, hop, outil euh, contrôle d'accessibilité. Là, il me fait un focus sur le contraste par rapport à ça, là. Et vous avez vu, là, précédemment, je vous ai montré qu'en fait, le contraste était bon. Donc, il ne faut pas oublier quand même si vous avez un outil qui existe, de pouvoir en derrière aller chercher l'information, vous assurer finalement que l'éditeur vous informe bien des choses justes et vérifier par rapport à ça. Le dernier point que je voulais vous montrer sur cette démo, c'est que il faut savoir que il y a nativement, alors avant c'était initialement un plugin additionnel, maintenant nativement il y a quelque chose qui existe, qui est un autre partenaire, enfin une autre plateforme, enfin un autre outil certifié par Moodle. Dans l'onglet Rapport, vous avez la boîte à outils d'accessibilité qui représente en fait ce que propose Breakfield Lab. Alors moi, je n'ai pas rentré de clé, mais sachez que vous avez aussi cet outil qui est un outil que vous pouvez installer, qui va vous permettre d'auditer complètement la plateforme et vous fournir des éléments qui vont permettre de corriger certains points. Donc ça fait exactement la même chose que ce que je vous ai montré avec Lighthouse sur le navigateur, sauf que là, vous l'avez sur l'entièreté de la plateforme. Alors attention, ça nécessite en fait une analyse globale qui prend du temps, surtout si votre plateforme est assez étoffée. Et bien évidemment, ça a un coût, hein. Il y a une licence à acheter pour utiliser cet outil-là. Voilà pour la démo. Si vous avez des questions, je vais je vais arrêter le partage et puis on va passer aux questions si vous en avez. Je ne sais pas s'il y a eu des questions, je n'ai pas regardé le fil de discussion. Oui, eh ben, je ne sais pas.
crois pas qu'il y ait de... Alors moi j'en ai vu une passer dans le chat qui n'apparaît plus, donc je ne sais pas s'il y en a eu d'autres en revanche. Mais j'ai vu passer une question sur les voix. Est-ce que nous avions des voix non genrées? Euh, et aujourd'hui on va proposer essentiellement des voix masculines ou féminines sur les voix qui vous sont proposées en français. Ouais, elle était sur Q&A en fait. Ouais. Je la vois. Donc, Avez vous des voix non genrées? Alors, c'est une question pour toi. Je pense comment on peut paramétrer les langues? comment on peut paramétrer les langues? Alors, si vous avez des plateformes qui sont multilingues, il va falloir juste taguer sur la page la langue de lecture. Et quand vous avez la langue, imaginez que vous ayez des pages en français, donc vous avez français, anglais, italien, par exemple. Sur les pages qui seront en italien, il suffira juste de taguer qu'elles sont italiennes et ce sera la voix italienne qui sera reprise sur la page. C'est celle-là ici, hein. Si je me trompe pas, enfin, attendez, je partage pas l'écran encore, mais c'est cet aspect-là. Hop. Je sais pas si je partage mon écran, si vous le voyez, Oui, mais c'est à ce niveau-là. mais là, tu le fais euh, sur une page qui est française. Ah oui, Il n'y d'accord. aurait Ah pas de oui. sens de lire avec une voix Il n'y aurait pas de sens, non, polonaise. non, bien sûr, mais Voilà. si j'étais sur une page anglaise, je pourrais en fait Oui. choisir directement. Je sais pas pourquoi j'ai un problème, excusez-moi. Je pense que, mais normalement, j'ai l'outil qui s'ouvre et qui me permet de faire le choix de la langue. Sur une plateforme publique, je pense que le plus simple, c'est notre site internet où vous voyez qu'on a notre site qui est disponible en plusieurs langues. Et à chaque fois que vous sélectionnez une langue et que vous lancez le bouton d'écoute, il va lire selon la page, enfin, selon la langue de la page, pardon. Alors, il y a une autre question. Pourriez-vous nous parler plus de contrôle d'accessibilité de Moodle? Est-ce que vous pouvez juste préciser la question? Moi, je que vous ne pouvez pas parler parce que c'est-à-dire les différents outils qui permettent de vérifier l'accessibilité, c'est ça? Non? Ah, alors oui, alors l'option dans l'outil en fait que je vous ai montré sur la partie éditeur, il n'y a que ça en fait. Sur la partie éditeur, il n'y a que cet élément de contrôle. Quand j'active le mode édition et que je rentre dans le contenu, on n'a que dans l'éditeur ce petit outil. Après, par contre, si on voulait aller, alors après, je vous ai montré en fait le navigateur lui-même qui vous permet de faire une analyse. Derrière, vous avez, alors ça, c'est tout ce qui est en fait à disposition gratuitement par le biais de Moodle ou par le biais du navigateur que vous utilisez. Derrière, il y a effectivement l'outil, alors je peux pas forcément rentrer dans le détail, mais qui est la boîte à outils d'accessibilité, ou là, qui est Breakfield Lab, où là, encore une fois, intégré dans Moodle, vous allez avoir une analyse complète de votre plateforme avec en fait le rendu de des éléments qui doivent être améliorés au regard, encore une fois, de l'accessibilité. Alors après, il y a d'autres éléments qui existent, hein. Vous avez des outils, mais qui sont pour le coup payants et externes à la plateforme, qui servent en fait à analyser des contenus de formation ou des sites internet qui vont simuler en fait l'affichage d'un contenu pour des personnes en déficience visuelle, etc. Et vous avez en fait ce type là, c'est des navigateurs et qui ont été conçus exprès pour faire des analyses de sites et qui vont vous permettre d'avoir une analyse un peu plus complète mais qui pourrait être sensiblement de la même manière que ce que vous avez ici. La seule différence, c'est que l'outil en fait externe vous permettrait à la fois d'analyser cette plateforme-là et une autre, là où en fait, par exemple, Brickfield va vous permettre d'analyser que cette plateforme-là. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Avez-vous le détail des améliorations prévues par Moodle? Alors, si on reste sur le focus de l'accessibilité, on a juste une déclaration de Moodle qui dit que
ils prennent vraiment en compte de manière globale l'accessibilité dans tous les développements qu'ils vont faire maintenant sur la plateforme. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y aura une modification apportée dans le corps de Moodle, il y aura la volonté derrière que ce soit valide au niveau RGA et WCAG. Donc c'est la seule information qu'on a. Après, si vous parlez d'amélioration prévue dans le sens fonctionnalité, oui, j'ai beaucoup de choses à montrer sur en tout cas la 5.1 et ce qui arrivera sur la 5.2, la 5.3, mais ce n'est pas forcément l'objet d'aujourd'hui. Ce sera l'objet d'un autre webinaire. Vous avez d'autres questions? A priori, non. On va pouvoir s'arrêter là, du coup. Enfin, merci à tous. Merci, merci à tous de nous avoir rejoints sur ce webinaire.